c'est très bien. Vous voyez la présentation. Donc, le webinaire, il porte sur le management et le projet de BIM et standards internationaux. Donc, il porte sur, on va dire, trois ou quatre volets sur le fondamentaux, les standards internationaux et l'introduction de BIM. Qu'est-ce que le BIM? À quoi sert le BIM? Et comment manager les différents projets de BIM. Donc pour commencer, on va parler un peu brièvement sur l'aspect management de projet et chaque projet de construction, parce que maintenant on va parler sur le projet en BTP exclusivement. Donc chaque projet de BTP, il se base sur trois volets très importants, c'est le délai, la qualité et le coût. Et ce qui va impacter le coût, comme vous le savez, c'est le délai et la qualité, parce que si on perd du temps, on va perdre le coût. Si on perd de la qualité, on va baisser le coût, mais on va perdre la clientèle. Donc ces trois volets sont liés inversement. Et donc si on perd, et si l'un perd de vitesse, l'autre va perdre forcément de vitesse. Donc si on perd de temps, on va perdre le coût. Si on perd de temps, on va perdre la qualité, etc., etc. Donc c'est ça vient l'idée d'avoir une collaboration digitale qui permettre de mieux gérer le temps, mieux gérer la qualité et le coût, bien évidemment. Et ce qui va diminuer le temps et la qualité, c'est à la fois euh, utiliser la technologie actuelle, ça veut dire l'avancée technologique actuelle du digital, des logiciels plus développés, plus avancés, l'Internet plus fluide, la technologie de liaison entre l'Internet et les logiciels, etc., etc. Donc c'est ça, vient l'idée de utiliser cette technologie pour diminuer le temps de travail, diminuer le coût aussi, optimiser les coûts et faire augmenter la qualité de productivité. Comme je vous ai dit, donc, le temps, c'est une notion très importante dans les projets de construction. Si on perd du temps, on va perdre du budget. Si on gagne du temps, on va optimiser du budget. Donc, c'est ça l'idée qui vient pour trouver une autre alternative que l'alternative traditionnelle, comme vous le savez. La méthode traditionnelle, ça consiste sur la gestion des informations traditionnellement, séparément. Donc, voilà. Utiliser la couleur noire. Donc, vous le savez, la méthode traditionnelle, c'est que la collaboration entre les différents intervenants dans un projet. Les intervenants dans un projet, c'est l'architecte, c'est l'ingénieur de structure, c'est l'ingénieur MEP, c'est le topographe, l'entreprise de construction, etc., etc. La méthode traditionnelle et la collaboration entre ces intervenants consistait avant de faire la collaboration dans les bureaux de chantier, à travers les emails, à travers la modification des plans dans les réunions de chantier ou les réunions par Teams ou Zoom ou quelques logiciels de connexion. Mais cette méthode reste très très réduite et ne résout pas correctement les problèmes et il perd de temps aussi. Cette collaboration ne résout pas les erreurs détectées lors de la conception et la modélisation des projets. Et on viendra par la suite pour voir comment résoudre ces erreurs et ces retards à travers l'utilisation de la technologie de BIM et le digital twin. Donc le BIM vient pour régler ces erreurs-là de retard et les erreurs traditionnelles dans la méthode traditionnelle qui sont des erreurs de retard à éliminer par le BIM. Donc, le BIM permet de créer un environnement collaboratif où toutes les parties prenantes travaillant sur un modèle commun. Donc, le BIM, c'est une méthode, est un process de collaboration entre les architectes, les ingénieurs, l'entrepreneur, le topographe, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, etc., etc. Et cette collaboration, elle va être faite exclusivement sur ce qu'on appelle le CDE. Le CDE, c'est un Common Data Environment. Donc, c'est une plateforme de collaboration sur Internet. Donc, il est lié à l'Internet. Toute la collaboration
entre les intervenants dans un projet sera faite exclusivement sur une plateforme de collaboration. Comme ça, tout est traçable, la traçabilité, et cette collaboration sera faite selon des normes ISO 19650 qu'on va l'aborder tout à l'heure. Donc voilà les standards internationaux. On va entamer maintenant c'est quoi le BIM. Le BIM, tout d'abord, le BIM est une méthodologie qui permet de gérer un modèle virtuel contenant toutes les informations sur le bâtiment et par toutes les phases de cycle de vie. Donc le BIM, ce n'est pas un logiciel. Quand on parle du BIM, ce n'est pas le Revit, ce n'est pas l'Archicad, ce n'est pas Tekla, etc., etc. Le BIM, c'est un process. C'est une méthodologie de travail qui utilise bien sûr des différents logiciels. Donc quand on parle du BIM, on parle de processus, on parle de méthodologie, on ne parle pas de logiciels. Donc, cette méthodologie consiste à générer un modèle virtuel. Le modèle virtuel, c'est la maquette numérique 3D. C'est la maquette numérique 3D. Donc, la maquette numérique 3D, on peut la dessiner dans les différents logiciels dans le marché. Par exemple, comme Revit, comme Archicad, comme Tekla, etc., etc. On peut modéliser une maquette numérique 3D. Le BIM, c'est de, c'est un process qui gère cette maquette numérique, qui gère la façon de collaborer, de transférer les informations de cette maquette numérique vers les autres maquettes numériques. Quand on parle d'une maquette numérique architecturale 3D, on peut parler du BIM, c'est la méthode c'est une méthodologie ou le processus de transférer les informations qui contient cette maquette numérique vers le logiciel de béton armé, par exemple, ou le logiciel qui va modéliser le MEP, etc., etc. Donc le BIM, c'est une méthodologie qui consiste à gérer cette maquette numérique, pas la dessiner. Donc, il va gérer. Donc, cette gestion de la maquette numérique passe par les différentes normes ISO 19650. Il y a 6 normes qu'on va aborder tout à l'heure. Donc, le BIM déplace l'intérêt vers la phase de conception. Donc, ça, c'est très important. Le BIM déplace l'intérêt vers la phase de conception. Je t'ai parlé tout à l'heure sur la phase traditionnelle, donc la phase de collaboration entre les intervenants par la méthode traditionnelle sur le bureau de chantier par les emails. Donc, cette méthode traditionnelle va impacter le projet et ils vont être obligés de résoudre les erreurs trouvées dans le chantier et dans le projet lors de la phase d'exécution de construction. Mais le BIM vient pour trouver les erreurs dans la phase de conception, dans la phase de modélisation, avant le démarrage du projet de construction. Comme ça, on va régler ces erreurs, on va détecter ces erreurs qu'on appelle les detection clash et on va l'éliminer par le processus de BIM. Comme ça, quand le projet va démarrer, on va démarrer sur des bonnes bases. Comme ça, on va trouver des erreurs minimes dans le projet et comme ça, le projet ne va pas être impacté par des retards et des pénalités de projet et il va optimiser et on va optimiser au niveau de budget. Donc, c'est ça l'intérêt de BIM, il déplace l'intérêt vers la phase de conception et de la modélisation. Donc, on va aborder maintenant une question très importante, c'est l'interopérabilité et BIM. Donc l'interopérabilité, c'est le terme qui désigne la capacité de plusieurs systèmes à échanger des données hétérogènes dans un format. Maintenant, quand on parle de la collaboration entre les intervenants, mais aussi il y a la collaboration entre les différents logiciels utilisés. Quand on parle des logiciels, je parle de Revit par exemple, je parle de Archicad et je parle de Tekla. Peut-être par la suite SolidWorks, etc. SolidWorks, Robo, etc. Donc la collaboration entre les intervenants dans un projet, dans le processus BIM, donc l'architecte, l'ingénieur, etc., sera faite dans une plateforme de collaboration. L'interopérabilité, c'est la collaboration entre les différents logiciels du marché. Et chaque logiciel du marché, par exemple, il a son extension. Pour le Revit, par exemple, on a .rvt. RVT. Pour l'Archicad, l'extension de l'Archicad, je pense à, je sais pas, je dis n'importe quoi. Le robot, c'est STR, etc., etc. Donc, la collaboration, on ne peut pas envoyer un fichier qui a été modélisé dans Revit par l'extension de Revit vers l'Archicad avec cette extension. L'Archicad ne va pas le lire. Et inversement, c'est vrai.
Et pour le tecla solide, c'est la même chose. Donc la collaboration entre les logiciels doit être faite par une extension neutre, qu'on va l'appeler C.ifc. Donc c'est une extension qui vient directement par le Building International, Building Information International ou Building Smart International. Donc cet organisme Building Smart International, c'est elle qui a fait cette extension l'IFC comme ça pour qu'il rend tous les logiciels utilisés dans le marché interopérables. Et c'est ça la définition de l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est de rendre tous ces logiciels du marché interopérables par une extension neutre et à la fois neutre et à la fois gratuite, conçue par le cabinet ou l'entreprise ou l'association Building Smart International. Comme ça, tout le monde peut avoir une extension neutre et gratuite pour qu'il puisse se baser pour faire le travail nécessaire dans le projet. Donc, c'est ça l'interopérabilité. L'interopérabilité, la capacité de plusieurs systèmes. Plusieurs systèmes, c'est plusieurs logiciels à échanger des données hétérogènes. On peut échanger entre les différents logiciels du marché, les informations des murs, des éléments de construction, de l'électricité et de plomberie, tous ces éléments de construction, on peut les échanger entre les logiciels par l'extension IFC. Donc c'est ça l'interopérabilité, c'est ça l'intérêt. Et l'IFC, c'est une extension euh, basée sur une norme ISO internationale qui gère cette extension à travers beaucoup de normes, comment on peut faire cette extension, comment on va échanger entre les différents logiciels par cette extension, etc., etc. Donc, ça, c'est la notion de l'interopérabilité. Donc, quand on parle de BIM, donc Building Information Model, c'est la première interprétation. Donc, quand on parle Building Information Model, on parle de la maquette numérique. Donc, quand on parle si on veut parler dans ce processus BIM, si on parle de la maquette numérique 3D, donc c'est la modélisation et la conception de la maquette, on parle de Building Information Model. Si on parle de la modélisation, ça veut dire la modélisation du projet, c'est la façon de modéliser. Qu'est-ce qu'on veut modéliser? Et de quelle façon on va modéliser? Et à travers quelle exigence on va modéliser la maquette numérique? Là, on va parler du Building Information Modeling. On parle de la modélisation. Et la troisième définition, on parle de la management. Donc ça, le Building Information Management, on parle du processus et de la méthodologie BIM. Maintenant, si on parle les ISO 19750, si on parle du ISO 12339, etc., etc., on parle du Building Information Management. Donc, c'est la façon de manager le projet à travers les différents standards internationaux. Donc là, on parle du Building Information Management. Cette question va nous conduire directement de parler des dimensions du BIM. Donc la première dimension, c'est le 2D. Vous connaissez tous le 2D. Je pense que tout le monde connaît le dessin 2D. Voilà, le dessin 2D. Vous connaissez, c'est les plans d'exécution du projet de construction, horizontal ou vertical, la coupe verticale ou la coupe horizontale sur AutoCAD ou n'importe quel logiciel qui fait cette conception 2D, c'est la dimension 2D. Si on parle de la dimension 3D, on parle maintenant de la maquette numérique. Maintenant, si on fait la conception en 3D, on parle de la maquette numérique 3D. Quand on parle de quatrième dimension du BIM, on parle du planning, donc la planification de projet. On va faire un ordre chronologique de différents corps d'état et on va planifier le projet, on va faire la date de début et la date de fin de chaque corps d'état. Donc c'est ça la planification. Donc quand on parle de la planification, on parle du quatrième dimension. La cinquième dimension consiste à estimer le coût du projet à travers les devis estimatifs, les devis quantitatifs, à travers les différentes charges de l'entreprise et les différentes dépenses à travers ce projet-là, les dépenses de chantier, frais généraux, les frais d'opération, etc., etc. Donc, c'est l'estimation de coût. Quand on parle de l'estimation de coût et du budget, donc on parle de cinquième dimension. Et la sixième dimension, c'est la durabilité. La durabilité vient après l'achèvement ou la finition de notre projet.
La sixième dimension part sur le comment on va gérer le bien, comment on va le gérer à travers la maintenance, à travers l'aménagement futur, etc., etc. La durabilité, c'est l'avant, c'est l'après-construction et après la fin de notre construction, comment on va gérer le bien construit. Et le 3D, la facility management, c'est purement management et marketing. Comment on va le publier, l'actif, c'est septième dimension, c'est peu utilisé. Les plus utilisés et les plus connus, et on peut l'utiliser facilement, c'est les 2, 3, 4, 5 et sixième dimension. Ce sont les plus connus à être utilisés par le processus de BIM. Ça, c'est ce qu'on appelle les dimensions de BIM. Voilà les différentes normes utilisées dans le processus de BIM. Donc, on a un ISO 19650. C'est ça, c'est la norme qui gère les standards de BIM. Et cette ISO 19650 elle se divise à six on va dire, articles ou standards. Donc, chacun, il touche un principe général dans le BIM. Donc, si on parle maintenant de l'ISO 19650, il définit les principes et concepts du BIM. Si on parle de ISO 2, se concentre sur la phase de livraison. Le 3 s'intéresse à la gestion de l'information. Le quatrième, c'est l'exigence d'échange d'informations, etc., etc. Donc, le ISO qui gère le Building Information Modeling ou Management, c'est le ISO 19650. C'est là où on trouve toutes les normes nécessaires pour entamer un projet en utilisant le Building Information Modeling. Donc, voilà, c'est le ISO 19650 définit des règles précises pour la gestion des informations tout au long du cycle de vie de projet. Donc ça, c'est très important. Vous le trouvez sur Internet, mais il est payant. On ne le trouve pas gratuitement sur Internet. C'est un standard international ISO 19650 qui se compose de 6 articles. Maintenant, comment on va gérer notre projet? Chaque projet doit être géré dans le processus de BIM. Bien sûr, on parle toujours du processus de BIM. Chaque projet doit impérativement faire les trois on va dire, prospection du projet. La première prospection, c'est la detection clash. La detection clash, c'est très important dans la notion de BIM. La detection clash ou clash detection, c'est très important dans le BIM. La detection clash ou clash detection, c'est la vérification des interférences entre les objets appartenant à différents systèmes. Donc, à travers cette notion, c'est là où on va détecter les différents clashs dans le BIM. Et je vais vous montrer tout à l'heure dans le logiciel comment faire la détection des classes. Ça veut dire la détection des erreurs. Quelles sont les erreurs doivent être détectées et comment on va les résoudre. Donc ça, c'est très important, ce volet dans le BIM. Le deuxième volet, c'est le modèle check-in. C'est la vérification de la modélisation informatique correcte des éléments comme prévu par les manuels. Ça veut dire, cette modèle check-in doit vérifier comment la maquette numérique est modélisée. Est-ce que le modélisateur a respecté la façon de modéliser les murs, les fenêtres, les portes, la géométrie, l'emplacement, le nivellement, etc., etc. Donc le modèle check-in, c'est la vérification de la modélisation ou de la façon où le modélisateur a modélisé la maquette numérique. La detection clash, il vérifie les erreurs dans la maquette numérique. Et le code check-in, il vérifie que les données modélisées répondent aux normes directives en vigueur dans le processus. Le code check-in, généralement, il vérifie les normes et les standards l'IFC. Est-ce que ces standards sont respectés ou pas? Voilà donc maintenant, on va parler d'une notion. On a vu les dimensions et on a vu les ISO 19650. Maintenant, on va voir les niveaux de détail. C'est une notion, c'est une exigence en fait. Load, c'est level of development ou level of details. Donc c'était au début c'est une norme britannique, mais par la suite elle est devenue une norme internationale. Il définit les normes
de dessin des éléments de construction et le niveau de détail. Quels sont les niveaux de détail qu'on va intégrer dans notre maquette numérique? Donc, pour parler des niveaux, il y a des niveaux de 100 et de 200, 300, 400. Donc, le plus basique, c'est le niveau 101. Il ne montre pas beaucoup des éléments essentiels dans la maquette numérique, mais il montre que les niveaux de détail géométriques, comme AutoCAD. Par exemple, AutoCAD, il ne montre pas un mur, les détails du mur, le type de brique qui est utilisé dans le mur, il ne montre que des détails géométriques. Donc ça, on parle de l'ordre 100. L'ordre de 100, maintenant, on doit parler, on commence à parler un peu des objets, la position, l'orientation, la forme, le détail. Mais on n'est pas, il n'est pas encore, comment dire, adapté aux technologies de BIM s'il ne donne pas le maximum des informations. Nous, ce qu'on veut dans le processus de BIM, c'est ce que la maquette numérique et les éléments de construction doivent, doivent donner le maximum des informations aux concepteurs et aux modélisateurs et aux intervenants du projet pour les aider au mieux de comprendre le projet et de gérer chacun spécialité le processus de BIM. Et pour le niveau 3 maintenant, on parle déjà dans ce qu'on appelle Information Container. Maintenant, notre élément de construction, il contient de l'information. Par exemple, au niveau 300 pour ce mur-là, on parle des différentes couches du mur, on parle l'épaisseur du mur, on parle de la géométrie totale, on parle de couleur de chaque composant de ce mur. Le dernier niveau, c'est le 400. Donc le 400, il contient toutes les informations nécessaires qui contient un élément de l'ouvrage. Maintenant, si on voit le mur, on voit le type de brique utilisé, l'acier, les différentes couches, le détail des couches, la géométrie. Donc toutes les informations sont intégrées. Quand on parle de le niveau 400, level of development ou level of details 400, on parle là, on parle des informations maximales que contient notre élément ou ouvrage de construction. Donc c'était une norme, Level of Detail, c'est une norme britannique, mais elle est devenue internationale par la suite. Qu'on le trouve maintenant, elle est gratuite, on le trouve sous forme de fichier PDF et chaque année, ils font des mises à jour. Ils nous donnent tous les ouvrages nécessaires dans les projets et leur niveau de détail, un par un. Voilà la notion maintenant de contenu et valeur d'un BIM Execution Plan. Donc, on va parler maintenant de BEP, le BIM Execution Plan. Le BEP, c'est le cahier de charge du BIM. Donc, le BEP, c'est le cahier de charge du BIM. C'est un document fondamental qui définit comment le BIM sera utilisé et géré toutes les langues de projet. Donc, un projet, on sait qu'un projet de construction dans un projet de construction, on a besoin d'élaborer un CPS, un cahier de charge CPS, cahier de prescription spécial. Pour le BIM, la partie de BIM, on doit concevoir un BIM Execution Plan, là où on doit intégrer tous les éléments nécessaires pour concevoir notre projet d'une façon digitale et en suivant les différentes normes internationales, à savoir la norme ISO 19650. Donc le BEP définit le cahier de charge du BIM. Donc le Common Data Environment que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la plateforme où les différents intervenants dans un projet font la collaboration. Donc la collaboration fera exclusivement dans une plateforme sur Internet. Et à la fin, je vais vous montrer la plateforme de Autodesk qu'on appelle Autodesk Cloud Construction Cloud. C'est une plateforme la plus utilisée dans le monde dans la collaboration. Elle appartient à la société Autodesk. Société Autodesk comme vous le savez, il détient les logiciels Revit, Robot, Navisworks, Covadis, AutoCAD Civil 3D ou Civil 3D, etc., InfraWorks, etc., etc. Donc, cette plateforme CDE assure une collaboration fluide entre les différentes parties prenantes. Les parties prenantes, bien évidemment, ce sont les intervenants
du projet et centralise toutes les informations, ce qui permet d'assurer que tous les acteurs disposent de données actualisées. Donc, il permet de fluidifier les contacts et la communication entre les différents intervenants dans un projet. Et cette plateforme CDE consiste à faire les différents échanges cohérents. Il permet la traçabilité, ça veut dire celui qui va faire les erreurs, tout intervenant qui va faire une erreur, il doit être en temps réel, être averti sur son erreur à travers quelques ou beaucoup des éléments, des outils que permet cette plateforme CDE. Voilà, comme on a parlé je vous ai parlé des intervenants dans un projet, mais dans le processus BIM, on les appelle des acteurs. Donc, ces acteurs de processus BIM sont gérés par le ISO 19752. La norme introduit un schéma suffisamment complexe. Donc, la norme ISO 19750 au ce standard international, il nous permet de voir clairement la liaison entre les différents acteurs. Donc, pour le A, on appelle la partie de nomination. La partie B, c'est la partie désignée principale. Et la partie C, c'est la partie désignée. Donc, il y a l'équipe de projet, l'équipe de livraison, l'équipe de travail. Et tout simplement, le A, c'est le maître d'ouvrage. Le B, c'est le maître d'ouvrage délégué. Et le C, c'est l'équipe de travail. C'est l'ingénieur topo, l'ingénieur de structure, l'entreprise de construction et les différents sous-traitants. Donc le A, c'est le maître d'ouvrage, le B, le maître d'ouvrage délégué, c'est lui l'expert, le B, c'est le maître d'ouvrage délégué, c'est l'expert du BIM. Et le C, ce sont les différentes équipes de travail. C'est les concepteurs, donc l'ingénieur, le topo, le modélisateur, etc., etc. Et le A, c'est le client, c'est le maître d'ouvrage. Donc c'est ça comment le ISO 19750 voit les choses, comment il schématise les choses à travers ce standard international. Donc chacun a son rôle. Et par la suite, à travers ce schéma, il va tracer la liaison entre ces différents acteurs du projet. Maintenant, on va entrer dans les vifs des sujets, c'est le management de projet. Donc, comment manager un projet dans le BIM. Et on va voir comment on va le manager de manière chronologique, étape par étape, jusqu'à arriver à la finition et la livraison de projet. Donc, comment le ISO 19750 voit les choses? Donc, on a un projet, on a un cycle de livraison des informations. Donc, on va livrer les informations de A à Z au client et on va avertir les différents acteurs dans ce projet. Donc, on va commencer déjà dans un projet de planifier l'offre. Donc, pour le ISO 19750, la première des choses, c'est de planifier l'offre. Comment le planifier? Une planification détaillée. Voilà. Donc, planification de l'offre. Donc, la procédure de planification du BIM, c'est l'introduction à la modélisation des informations du bâtiment. Quelles informations sont incluses dans un plan d'exécution de projet BIM? Que doit développer le plan BIM? Comment procédure de planification BIM intégrée? Donc, on va planifier déjà le projet. Qu'est-ce qu'on veut de ce projet? On va discuter avec le maître d'ouvrage qui est le client donc le maître d'ouvrage, il va discuter avec le maître d'ouvrage délégué sur la façon de planifier l'offre et comment on va élaborer le BEP qui est le cahier de charge du BIM. Et par la suite, avant d'élaborer le cahier de charge de BIM qu'on appelle le BEP, le maître d'ouvrage ou le concepteur de ce BEP, qui est le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, doit impérativement connaître les trois ou les quatre documents nécessaires pour l'élaboration. Ces quatre documents nécessaires sont intégrés dans le ISO 19650, à savoir le EIR, AIR, PIR, OIR. Ce sont des documents des normes internationales qui définissent comment on va manager un projet sous forme ou à manager un projet dans le BIM. Le EIR, c'est Exchange Information Requirement. L'AIR, c'est Asset Information Requirement. PIR, c'est le Project Information Requirement. L'OIR, Organization
Information Requirements. Donc, à travers ces quatre documents, donc OIR, AIR, PIR, OIR, qui sont des documents intégrés dans le ISO 19650, que commence la rédaction d'un pré-contrat qu'on appelle pré-BEP. C'est pré-cahier de charge, pré-BIM Execution Plan. Qu'est-ce qu'on doit intégrer dans ce document? C'est un document d'évaluation préliminaire, pré-contractuel, démontre l'approche, les compétences, la capacité proposée par le fournisseur pour répondre à des exigences. À ce stade, le BEP doit inclure les réponses d'exigence, etc., etc., etc. Mais le plus important, c'est le BEP. Le BEP, le maître d'ouvrage qui va faire ce cahier de charge BEP doit indiquer dans son BEP quelles sont les réponses aux exigences de l'EIR, les PIB révisés, matrice de responsabilité, etc., etc. Donc ça, c'est un cahier de charge et que les entreprises ou les cabinets experts en BIM doivent soumissionner pour se voir adjuger le marché en question. C'est comme le CPS. Donc après la nomination du maître d'ouvrage d'une entité qui a gagné l'appel d'offres, rédaction du BEP. Donc quand l'entreprise ou le cabinet expert en BIM va gagner l'appel d'offres et le marché sera adjugé, l'entreprise ou le bureau qui a gagné l'appel d'offres doit détailler le cahier de charge qui est le BEP. Comment le détailler? C'est d'intégrer quelques éléments essentiels. Le premier élément essentiel qui est indiqué dans les normes ISO 19750, c'est la matrice RACI. La matrice RACI, c'est le fait d'indiquer les différents responsables. Donc, on va déjà euh, créer les tâches BIM dans le projet et affecter les tâches aux différents responsables du projet, à savoir l'architecte, le concepteur, le modélisateur, l'ingénieur, etc., l'entreprise. Et on va affecter chaque tâche qui est responsable, qui doit être consulté, qui doit être informé, qui doit faire cette tâche. C'est à travers la matrice RACI à travers la matrice RACI que le cabinet qui a gagné l'appel d'offres va concevoir les tâches et affecter les tâches. Et par la suite, il y a deux notions très importantes, c'est le Task Information, matrice, ce qu'on appelle TIDP. C'est la matrice des tâches. Cette matrice Excel, c'est une matrice standard selon les normes internationales. Donc, tous les projets BIM doivent remplir ce fichier Excel selon les normes et les standards internationaux et il indique dans ce fichier toutes les informations nécessaires concernant les tâches du projet. Indiquer les information container, description, work package, etc., etc., et même la nomination de la tâche, etc., etc. Donc ça c'est très important, c'est dans le BEP, le cabinet BIM expert va remplir cette tâche, il va affecter les tâches et distribuer les tâches aux différents intervenants, aux acteurs de BIM. Et il y a aussi la matrice, le MIDP, la matrice Information. Il rassemble en fait le MIDP, c'est une matrice sous forme d'Excel. C'était avant un standard scottish-britannique, il est devenu international. Il rassemble tous les DIDP. Ce que je vous ai parlé maintenant, le DIDP, c'est un fichier Excel qu'un intervenant doit le remplir. Le MIDP, c'est le matrice qui va rassembler toutes les DIP de chaque acteur et chaque intervenant de projet. Donc les DIDP concernent les tâches pour un seul acteur, mais le MIDP, ça concerne toutes les tâches de tous les intervenants, les acteurs du projet. Quand on va rassembler toutes les tâches nécessaires, donc la partie de
conception du projet va commencer. Donc maintenant, quand le cabinet distribue et affecte les responsabilités et les tâches nécessaires à chaque acteur, il va commencer à générer la maquette numérique 3D. Donc le processus du BIM démarre. Quand il va démarrer en développement de la maquette numérique, ce qu'on appelle le PIM, Project Information Model. Le PIM, c'est Project Information Model, c'est la phase de conception. C'est pour ça que je vous ai dit avant, au début, que le BIM s'intéresse à cette phase, la phase de conception. C'est la modélisation de la maquette numérique avant le démarrage de projet. C'est dans cette phase que le processus de BIM s'intéresse parce que c'est là où on va détecter les erreurs de la conception et les erreurs de la collaboration entre les acteurs. Donc le PIM, déjà, c'est l'avantage, c'est la visualisation 3D, c'est la détection des conflits et des erreurs, c'est l'optimisation qui permet d'effectuer rapidement des calculs et des analyses de performance énergétique et du coût, réduction des coûts et des délais. Cette phase, ça nous permet de faire tout ça et la maquette numérique intelligente, dans cette phase, le PIM, ça commence la maquette numérique 3D, la collaboration de tous les intervenants et les acteurs, l'information centralisée dans le CDE Common Data Environment et le cycle de vie complet. Après cette étape, bien sûr, on va terminer la conception de la maquette numérique, détecter les erreurs, éliminer les erreurs, la phase de construction a commencé et après la phase de construction, quand la phase de construction est terminée, commence ce qu'on appelle le Asset Information Model. Donc on a finalisé notre projet, on a construit notre projet, maintenant on doit gérer la maquette numérique et lier la maquette numérique 3D à la réalité. Donc le AIM, l'utilité d'un AIM, support de la gestion de l'actif, du bien, de la construction, aide à la décision. Il fournit les données nécessaires pour prendre des décisions, amélioration de la collaboration, gestion sur le long terme. Ça, c'est l'utilité de la AIM. Et par la suite, le contenu principal d'un AIM, il contient le modèle géométrique de la maquette numérique 3D, données techniques et fonctionnelles des matériaux, information de la gestion. Donc, c'est la manière de manager notre projet après la finalisation et la livraison du projet. Donc, on va connecter la réalité avec les virtuels, la maquette. Par exemple, dans cet exemple, l'Asset Information Model, si vous voyez ici Notre-Dame de Paris et à gauche, c'est la maquette numérique 3D. C'est cette liaison qui a permis la reconstruction après l'incendie qui a ravagé l'église Notre-Dame de Paris. Donc, c'était très important de faire la maquette numérique avant l'incendie. C'est ce qui a permis de conserver toutes les informations nécessaires qui ont permis aux différents artisans à aménager et à reconstruire Notre-Dame de Paris. C'est très important la maquette numérique. Il conserve l'information, ce qui va nous permettre par la suite de bien gérer le bien après la fin ou la livraison de notre projet. Donc c'est ça l'utilité de l'Asset Information Model. Et quand on parle de l'Asset Information Model, on parle de la sixième dimension. Donc quand on parle de l'Asset Information Model, on parle de la sixième dimension. Quand on parle du Project Information Model, on parle de deuxième dimension, troisième, quatrième, cinquième, parce que le Project Information Model, il gère tous les aspects de 2D jusqu'à 5D. Il gère la partie de conception, du budget, planification, etc. Mais le IM Asset Information Model, il gère la partie après la livraison, ce qu'on appelle la sixième dimension. Donc voilà l'acheminement du processus de gestion de l'information selon les normes ISO 19750. Donc c'est ça l'acheminement et le processus de BIM dans un projet de construction. Donc maintenant on va voir les différents intervenants et les rôles de gouvernance avec le BIM. Il y a le BIM manager, le BIM coordinateur, le BIM modélisateur et data manager.
Bon, le plus célèbre, c'est le BIM Manager Project. Le BIM Manager Project pilote la mission du BIM Management. Donc, il chapeaute toutes les tâches. Il établit la stratégie opérationnelle de l'opération en accord avec les objectifs BIM. Le BIM Manager est le poste le plus important dans ce processus de BIM. Par la suite, il y a le BIM Manager contributeur. Il est responsable de la stratégie de BIM des contributeurs. Il est le référent pour l'élaboration de la convention BIM. Donc, le BIM Manager contributeur, on peut le dire, c'est lui qui va faire l'élaboration de l'BEP, donc le cahier de charge, et la convention BIM et la charte BIM, en se basant bien sûr sur les différents ISO et standards internationaux. Le coordinateur BIM, il gère le projet pour le domaine spécifique traité en BIM par son entité. Il va également piloter et auditer les modèles BIM selon les contrôles qualité définis par la convention. Et le coordinateur BIM, il coordonne, donc normalement le coordinateur BIM, il appartient aux différents intervenants. Chaque intervenant, il a son propre coordinateur BIM. C'est lui qui va faire la liaison entre l'entreprise et le maître d'ouvrage. Donc chaque entreprise et bureau d'études ou architecte qui intervient dans un projet BIM, il doit avoir un coordinateur BIM. C'est lui qui va faire la liaison entre le maître d'ouvrage et l'entité dont il travaille. Et là, le producteur BIM, c'est le concepteur. Le producteur BIM, c'est le concepteur, les modéliseurs. C'est lui qui va nous fournir les différentes maquettes numériques, que ce soit architecturale, structurale ou web. Donc ça, ce sont les 4 célèbres rôles de l'équipe de BIM. Et par la suite, il y a une répartition des tâches. C'est très important. On les trouve toujours dans les cahiers de charges BEP d'un projet. On doit impérativement indiquer les différents intervenants dans un projet BIM et puis on va distribuer les tâches. Qui est le responsable? Qui participe? Le R, il est responsable. Il doit réaliser la convention par exemple ou réaliser le projet, les usages, etc., etc. Pour P, il n'a pas l'obligation de réaliser. Il a l'obligation de juste participer. Donc, il n'a pas de responsabilité. Donc, réaliser, c'est responsable. Le P, c'est juste participer. C'est très important. Ce tableau, on les trouve dans les différents cahiers de charges des projets de BIM. On doit l'élaborer à la fin. Donc, c'est ça le matrice RACI que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la matrice RACI que le bureau ou le cabinet BIM qui doit fournir dans le BEP. Donc, la matrice RACI, elle se divise en 4 responsabilités. La première responsabilité, c'est celui qui a réalisé ou qui va réaliser la tâche. Donc la responsabilité qui doit réaliser la tâche. La deuxième responsabilité, qui doit approuver la tâche. Quatrièmement, celui qui est consulté pour cette tâche. Si on a une tâche, qui est l'acteur qu'on doit le consulter pour cette tâche. La quatrième responsabilité, c'est celui qui doit être informé. Donc voilà les 4 responsabilités qu'on les trouve partout dans la rédaction du BEP. Quand on va distribuer les responsabilités aux différents acteurs et intervenants, on doit impérativement à chacun affecter une responsabilité ou deux, et des fois on peut affecter plus que 2. Mais le minimum, on doit affecter à chaque acteur au moins une responsabilité, soit celui qui va réaliser ou approuver, ou être consulté, ou être informé. C'est ça les 4 responsabilités très importantes dans le processus de BIM. Et par la suite, le Common Data Environment, dans la norme ISO 19750, c'est ça la plateforme de collaboration, donc source d'informations convenue pour une commande spécifique ou par bien immobilier. Le CDE, c'est le Common Data Environment, c'est la plateforme. Je vais vous montrer tout à l'heure la plateforme sur Internet d'Autodesk, comme ça vous pouvez bien comprendre exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est tous les aspects qu'on a abordés, que ce soit la responsabilité, la création des fichiers, la collaboration et la détection des clashs. Donc le CDE, c'est la plateforme de collaboration. Donc la norme ISO 19750 identifié 3 ne exige de créer quelques dossiers pour faire la collaboration entre les acteurs. Donc on ne va pas laisser les acteurs faire la collaboration chacun à sa manière, bien sûr, on va les normer et on va classifier, organiser.
Comment on va les organiser? Bien sûr, on va les organiser dans la plateforme CDE. Donc, déjà, la collaboration doit être faite en CDE. Voilà. Pourquoi il ne marche pas? Bon. Donc, ISO 19750 exige qu'on doit créer dans la plateforme ces trois fichiers. Progress, share, c'est très important, fichier de collaboration. Le work in progress, elle collecte les conteneurs d'informations au fur et à mesure qu'elles sont produites par les différentes équipes de travail task team. Le share est rassembleur d'informations. Elle recueille les conteneurs d'informations jugés prêts pour nouvelles élaborations futures. Ils peuvent donc être consultés et finalisés. Après, on doit checker le projet et à la fin, il devient un environnement. Donc l'environnement de l'archivage, on doit créer un fichier qu'on va l'appeler archivé ou archived. On doit mettre toutes les informations qui ne sont pas nécessaires à notre projet ou qu'on veut le mettre dans un corbeil. Donc, on va le mettre dans le fichier archivé. Et bien sûr, dans la collaboration CDE, chaque fichier qui doit entrer dans notre plateforme doit être nommé selon les normes ISO 19650, le code de révision et l'indicatif de l'état. Ce sont des codes de révision de la norme ISO 19650 qui exigent une nomination très spécifique à chaque fichier qui entre dans la plateforme. Donc maintenant, on va entamer le digital au service du BTP. Maintenant, je vais vous montrer quelques logiciels très importants qu'on utilise dans la collaboration et la modélisation. Donc, le premier logiciel, je pense, si vous le connaissez, c'est l'Autodesk Revit. Donc, c'est le plus utilisé dans le monde. C'est un logiciel de conception et de réalisation de la maquette numérique. Il appartient de la société Autodesk. Et je vais vous montrer maintenant un exemple de la maquette numérique qu'on peut le concevoir dans ce logiciel-là. Donc, le premier logiciel le plus utilisé dans la collaboration et la modélisation, c'est le Revit. Donc, le Revit, il nous permet de faire une modélisation architecturale ou structurale ou MEP. Donc, c'est un logiciel développé par la société Autodesk. Elle est la plus utilisée au monde par les architectes et les concepteurs. Il nous permet de modéliser une maquette numérique. Donc ça, on l'appelle une maquette numérique. On ne parle pas un dessin ou un modèle. Maintenant, on parle d'une maquette numérique qui contient de l'information. Donc, et chaque élément de la maquette numérique contient de l'information. On l'appelle information continue. Donc, par exemple, si on prend cette mur, on va cliquer sur modifier. Et on verra que ce mur, il contient de l'information, les différentes couches, les différents matériaux, etc., etc. Et chaque matériau, si on clique sur un matériau, ça donne, euh, allez-y, si on clique sur un matériau, il nous donne toutes les informations du matériau, la résistance, graphique, l'apparence, l'identité. Ça, c'est l'isolant, la finition, par exemple. Si je clique par exemple sur le mur, c'est un mur concret, graphique. On peut utiliser les couleurs, les apparences. Même, il y a le module de Young du mur utilisé, la coefficient Poisson, module de cisaillement, le béton utilisé de 24 MPa. Tout ça, ce sont des informations. Le principe
du Building Information Modeling, c'est comment on va partager ces informations que contient notre maquette numérique. C'est on va dire le principe fondateur du BIM. C'est comment on doit échanger ces informations géométriques, de graphique, d'apparence, propriétés physiques et identité de ces éléments de construction de la maquette numérique avec les autres collaborateurs. Donc c'est le principe fondateur, c'est pour ça le ISO 19750 et le Building Smart International a créé l'extension l'IFC qui permet d'échanger d'une manière neutre et gratuite ces informations avec les différents logiciels internationaux. Même s'ils n'appartiennent pas à Autodesk, il va lire ces informations et l'exploiter. Donc c'est ça le, le principe fondateur du BIM. Et à chaque élément, on l'appelle Information Container. C'est un conteneur d'information. Quand on parle dans le processus BIM, la fenêtre devient un information container, un conteneur d'information. Ça veut dire un élément de construction qui contient l'information. Et cette information doit être transférée ou échangée avec les différents acteurs à travers l'extension IFC, bien évidemment. Voilà, donc chaque élément, c'est un information container qui contient de l'information. Et c'est ça l'objectif de Revit, c'est de concevoir une maquette numérique la plus complète possible. Ça veut dire avec tous les éléments de construction indiqués dans le BEP, le cahier de charge, il doit contenir le maximum d'informations avec les niveaux les plus développés. Le minimum niveau 300 et le maximum niveau 400 jusqu'à niveau 500. Et là, on parle de code chicken. On a parlé avant, on a parlé de je vous ai parlé de voilà le modèle chicken. Le modèle chicken, c'est que cette maquette numérique, on doit vérifier est-ce qu'elle a respecté la modélisation indiquée par le cahier de charge. Donc le BIM coordinateur ou le BIM manager, c'est eux qui va checker cette maquette numérique pour voir est-ce qu'il respecte les normes et les standards internationaux et est-ce qu'il respecte les instructions du BEP. Voilà la maquette numérique. Puis on a le logiciel Revit. Je pense que vous le connaissez tous. Si vous ne le connaissez pas, donc il contient beaucoup de rubans, le ruban d'architecture, de structure et d'acier. Donc ce logiciel, il est très complet. Il peut faire la maquette numérique architecturale, structurale et MEP. Le MEP, c'est mécanique, électrique, plomberie. Donc il permet de faire une modélisation, une maquette numérique architecturale, et après il va intégrer tous les éléments nécessaires de l'électricité, de plomberie, de l'aération, de tuyauterie, etc., etc. Donc c'est un logiciel très complet. Et même il peut transférer cette maquette numérique automatiquement au logiciel Robot Structure Analysis qui appartient à Autodesk pour faire les calculs nécessaires de ferraillage et de parasismique, pour exploiter ces résultats par la suite et les intégrer dans Revit. Par exemple, si on a une maquette numérique ici, comme vous le voyez, si on veut faire le calcul de ferraillage, on n'a qu'à aller vers Analyser. Et ici, à droite, vous voyez que c'est indiqué Robot Structural Analysis. Si on clique sur l'intégration avec Robot Structural Analysis, il va envoyer automatiquement les résultats dans ce logiciel. Et c'est l'occasion de vous parler de ce logiciel robot. C'est un logiciel qui appartient de la société Autodesk. Toujours on parle de l'Autodesk. Il permet de calculer les différents... il calcule le ferraillage de différents éléments de béton armé. Il est très puissant pour faire l'analyse parasismique selon les normes internationales et locales. Donc il intègre toutes les normes locales et internationales de règlement parasismique.
Donc, logiciel très fort pour faire le parasismique et le calcul de ferraillage. Donc, c'est un logiciel intégré dans le processus de BIM. Donc, c'est l'ingénieur de structure qui va faire la modélisation du ferraillage et de la maquette numérique de ferraillage, si on peut l'appeler maquette numérique de ferraillage. Et elle doit collaborer avec l'intervenant qui est l'architecte qui utilise le Revit. Cette collaboration sera faite dans la plateforme CDE. Et maintenant, je vais vous montrer la plateforme CDE. C'est une plateforme très connue. C'est la plus utilisée au monde. C'est le CDE Common Data Environment. C'est là où la collaboration doit être faite entre les différents acteurs et intervenants du projet. Tout à l'heure, je vous ai parlé de WIP, Work in Progress, Shared, Published, ArcByte. Je vous ai parlé de ces 4 fichiers à créer. C'était à la fin. Voilà. Je vous ai parlé que la norme ISO 19750, dans le CDE, elle exige de la création de 3 fichiers de collaboration. Le premier s'appelle Work in Progress, Shared, Published. Et le Work in Progress, c'est là, on doit créer les sous-dossiers de chaque intervenant. Si vous voyez maintenant, je pense que vous voyez la plateforme, j'espère que vous voyez la plateforme. Donc le Work in Progress, on doit créer les différents sous-dossiers. Chaque sous-dossier appartient à un acteur ou un intervenant de notre projet. Par exemple, ARCH, c'est l'architecte, le CS, c'est l'ingénieur de structure, le MEP, c'est l'ingénieur qui va modéliser le mécanique, électricité, plomberie, etc. Si on a d'autres intervenants, on peut créer un sous-dossier, on va l'appeler sous le nom de l'intervenant ou l'acteur de projet, et on va le dédier exclusivement aux intervenants. Ce sont des standards internationaux. Par exemple, le dossier de l'architecte, c'est l'architecte lui-même, le seul qui peut mettre des maquettes numériques architecturales dans ce dossier, et c'est lui seul qui peut les modifier. Et le seul qui peut visualiser ce dossier de l'architecte, c'est le BIM Manager. Parce que le BIM Manager, c'est lui qui va gérer cette plateforme et c'est lui qui va faire la collaboration entre les différents acteurs du projet. Et pour le sous-fichier de CS, c'est un fichier dédié aux ingénieurs de structure. Donc c'est l'ingénieur de structure qui a l'exclusivité de ce dossier. C'est lui qui fait intégrer, télécharger ou modifier les maquettes numériques. Et personne ne peut modifier ou télécharger dans son dossier une maquette numérique. Et le BIM Manager, c'est lui seul qui peut visualiser ce sous-dossier. Donc ici, c'est le dossier, on va dire, personnel de chaque acteur. Mais le dossier de shared, donc shared, c'est le partage. Donc on peut parler du dossier shared, c'est le dossier de partage. Donc ici, les dossiers sont partagés entre les différents acteurs. Donc quand un architecte il termine son travail, il termine la maquette numérique, il doit le déposer dans le sous-dossier architecture dans Shared. La même chose pour l'ingénieur de structure, la même chose pour l'ingénieur MEP. Et comme ça, le BIM Manager peut modifier, peut modifier, peut détecter les clashs dans le dossier Shared et peut partager les dossiers entre les différents acteurs. Donc, il peut partager la maquette numérique avec l'ingénieur, il peut partager aussi la maquette numérique avec l'ingénieur même, etc. Donc celui qui va faire le partage, c'est le BIM Manager. C'est le seul qui peut faire le partage entre les maquettes numériques structurales, architecturales, MEP, entre les différents acteurs. Donc les autres, ils ne peuvent pas faire le partage, ils peuvent juste déposer la maquette. Et le dossier Published, c'est le dossier de publication. Donc quand on a une maquette finalisée, qu'on a checké la modélisation, on n'a pas trouvé d'erreur de modélisation,
Et on n'a pas trouvé des erreurs de conception et on a fait une détection clash et on a éliminé les erreurs, la maquette numérique devient finalisée et elle doit être publiée dans le dossier published. La maquette numérique architecturale doit être publiée au dossier d'architecte. La maquette numérique structurelle doit être publiée dans la maquette ou dans le dossier d'ingénieur construction et la maquette numérique MEP doit être publiée dans le sous-dossier de l'ingénieur MEP. Tout ça, tout ce que je vous ai montré et tout ce processus, il est basé sur la norme ISO 19650. Et vous voyez ici une nomination. Ici, il y a une nomination PR001-02020. Ce n'est pas une nomination hasardeuse, mais elle est basée sur la révision que je vous ai parlé tout à l'heure, exigée par la norme ISO 19750. Chaque fichier qui entre dans la plateforme CDE, la plateforme de la collaboration, doit être nommé selon un code de révision. Ce code de révision, il est conformément à une norme convenue, par exemple CE 8000, etc., etc. Cette code de révision, elle est exigée par la norme ISO 19650. Donc on ne peut pas intégrer un fichier dans notre plateforme sans le nommer selon ISO 19650. Et il y a une partie de détection de clash que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé le digital twin, la clash detection. C'est quoi la clash detection? Réellement, dans la plateforme, la maquette numérique que vous voyez, c'est une maquette numérique qui contient une maquette numérique architecturale et une maquette numérique MEP, mécanique, électricité, plomberie. Donc c'est une fusion entre deux maquettes, maquette architecturale et maquette MEP. L'idée de la détection des clashs, c'est qu'on doit fusionner deux maquettes numériques et on va détecter automatiquement les clashs. Ça veut dire si on va détecter un tuyau qui percute une poutre ou un acheminement ou un cheminement de câblage qui n'est pas fait convenablement ou un tuyau qui va percuter une porte, etc., une porte, etc., etc. Donc c'est ça la détection de clash. Ce sont des clashs détectés automatiquement. Si les deux maquettes numériques sont conçues convenablement et selon les normes, la détection fera ou se fera automatiquement. Par exemple, ici on a deux maquettes numériques fusionnées. La détection sera faite automatiquement. Donc voilà, on a maintenant fusionné les deux maquettes numériques, la maquette numérique architecturale structurelle, et maintenant il va détecter les clashs. Donc automatiquement, il va détecter des clashs entre le concret, par exemple ici, la détection entre la canalisation et la poutre. Donc il a détecté que deux canalisations, elles ont perforé les poutres, donc on doit régler ce conflit. Donc le BIM manager doit d'abord détecter ce problème-là et il va avertir le responsable qui doit régler ce conflit ou cette erreur. Donc normalement, c'est l'ingénieur MEP parce qu'on ne peut pas bouger une poutre. Donc les tuyaux qui doivent être mieux conçus pour ne pas être de cette façon, de concevoir les tuyaux à cette façon. Par exemple, le conflit ou le CDE, notre plateforme a détecté d'autres conflits. Et vous voyez ici, c'est les conduites d'électricité qui perforent notre mur ici et ici. Donc ça, c'est une erreur détectée automatiquement par la plateforme. Cette erreur doit être réglée, je pense. Soit on doit faire une réservation dans le mur s'il n'est pas
un mur porteur, on peut faire une réservation. Si ce n'est pas un mur, si c'est un mur porteur, donc on doit changer l'emplacement des conduits d'électricité, etc., etc. Pour notre projet, il a détecté beaucoup de clashs. Ici, par exemple, aussi la même chose, une conduite qui perfore notre mur. Ici, par exemple, on ne va pas correctement. Ici aussi, toujours l'acheminement des câbles d'électricité qui perforent nos murs de construction, etc., etc. Donc, c'est ça l'objectif. Ici, le sol, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Le sol, c'est... Voilà. Qu'est-ce qu'il indique, par exemple? Il indique que c'est un radiateur. Donc ça, c'est un radiateur qui est mal posé sur notre sol ou le plancher. Donc l'erreur ici doit être corrigée soit en mettant une réservation de dallage, sinon on doit changer l'emplacement du radiateur. Donc c'est ça l'idée de Detection Clash. Et je vous ai dit que parmi les principes fondateurs du processus BIM, c'est cette étape très importante dans le processus, c'est la détection de clash. Donc, par exemple, ici dans mon projet, je crois que j'ai 2100 conflits, 2100 erreurs dans ce projet. Donc, le BIM Manager doit les détecter. Bon, de toute façon, la plateforme, il l'a détecté automatiquement. Le BIM Manager doit détecter toutes ces 2100. Il doit trouver des décisions correctes pour affecter chaque erreur aux personnes responsables. Bien sûr, en se basant sur la matrice racée de responsabilité. Donc, c'est pour ça que c'est une tâche très délicate de la phase de BIM, c'est la détection de clash. Et comme ce projet, il détecte beaucoup de clash, donc le BIM Manager aura beaucoup de travail pour faire le clash detection et affecter les erreurs aux intervenants convenables et doit prendre des décisions très importantes pour avancer les choses dans notre projet. Donc voilà, c'est la phase très importante, la détection de clash. Elle est faite dans la plateforme, mais il existe un logiciel aussi qui appartient de Autodesk. Et lui aussi, il fait la détection de clash. On l'appelle le Navisworks. Donc la Navisworks, c'est un logiciel euh, de détection de clash et de aussi la planification et la quantification. Donc le rôle de Navisworks, c'est un logiciel de détection de clash, de planification de projet et de quantification. Donc la même chose qu'on a fait sur la plateforme, ici on a deux maquettes. Une maquette qui indique que les niveaux et une maquette qui indique les différents structures MEP. Et ça concerne ici que les conduites d'aération, donc les conduites fluides. Et le logiciel peut faire, à travers des manipulations, de faire la détection de clash selon les besoins qu'on lui a indiqués. Par exemple, on va lui dire est-ce que les conduites dépassent les niveaux indiqués, est-ce qu'ils sont conformes aux normes, ça veut dire est-ce qu'ils dépassent quelques exigences du BEP, on peut indiquer aussi est-ce qu'il dépasse la géométrie indiquée, etc., etc. Donc ça dépend de ce qu'on lui dit à Navisworks. Sur la base qu'on lui dit, il va faire la détection.